Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Laurent Beignet, directeur de la rédaction de The Conversation et je suis ravi de vous accueillir ce soir dans les studios de notre partenaire Canal Chat Grand Dialogue pour la nouvelle formule de nos entretiens vidéo. Alors si vous connaissez pas The Conversation c'est un site entièrement gratuit, un média indépendant qui couvre l'actualité à travers le travail et le regard des chercheurs. Donc qui dit The Conversation dit chercheur et j'en ai une ce soir avec moi. Bonsoir Stéphanie Balme. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes directrice du Centre de recherche internationale de Sciences Po, vous êtes une experte de la diplomatie scientifique, vous avez notamment beaucoup travaillé sur la Chine, je crois, et vous avez aussi écrit pour The Conversation, on vous remercie, mais vous avez surtout écrit un rapport qui va nous réunir ce soir, et dont on va beaucoup parler tout au long de la soirée, qui est un rapport intitulé « Défendre et promouvoir la liberté académique ». Merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à nos questions et à celles de nos internautes, puisqu'elles sont très très nombreuses. On était assez surpris, le sujet passionne, et donc on va essayer d'en choisir un certain nombre. On va aussi choisir des questions en direct, donc vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat qui apparaît à côté du lecteur vidéo. N'hésitez pas à les poser, et j'essaierai d'en poser à Stéphanie Balme un maximum. Je vais commencer par en prendre une assez simple, mais qui nous permet de cadrer un petit peu l'échange. C'est Marc qui nous demandait en amont de l'émission, pourrions-nous commencer par définir ce qu'on entend par liberté académique? Alors, c'est sûr qu'il faut commencer par cette question qui n'est évidente pour personne, y compris pour les académiques, parce qu'en fait, contrairement à la liberté de la presse, qui est très bien connue des journalistes, la liberté académique n'est pas toujours très bien connue par les universitaires. Donc la liberté académique, c'est une liberté professionnelle qui appartient aux professeurs, aux universitaires, donc aux académiques, des personnes qui ont passé des diplômes, qui sont dont le travail est évalué par les pairs. Et c'est la liberté de faire des recherches, la liberté d'enseigner, la liberté de transmettre au grand public le contenu de son savoir de manière totalement libre. C'est une liberté qui est à la fois individuelle, mais aussi collective et institutionnelle, parce qu'elle est garantie par le fonctionnement démocratique des universités. C'est aussi la liberté académique, on peut dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas le droit de dire n'importe quoi pour les académiques, pas du tout. Donc c'est pas une liberté, la liberté ça enchevêtré dans la liberté d'expression, mais ça se limite pas à la liberté d'expression. Et ce n'est pas un droit élitiste comme on le croit souvent, c'est-à-dire un droit supplémentaire donné à des citoyens qui seraient des citoyens hors classe. Et parce qu'en fait c'est un pilier fondamental de toute société démocratique. Donc en fait c'est si vous voulez, une liberté exercée par quelques-uns, mais pour le bien-être de tous dans une société démocratique. Et je crois que le parallèle avec la liberté de la presse, c'est le meilleur parallèle possible. Voilà. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais la liberté de la presse, elle est sanctionnée par la loi, elle est inscrite dans la loi. Est-ce que c'est le cas aussi de la liberté académique ? Alors, la liberté académique n'est pas inscrite dans une loi phare, celle qui est connue par la loi de 1880 pour la liberté de la presse. Elle existe dans beaucoup d'endroits, dans des codes de l'éducation, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle existe dans le droit européen, donc elle est garantie assez bien, mais pas solidement ancrée. Et on est arrivé à un temps, on en reparlera, parce qu'on est dans un temps de menace, à un moment où il y a la nécessité de rendre plus solide le droit de la liberté académique pour en faire, si vous voulez, un droit aussi garanti que la liberté d'expression. Encore une fois, par souci de l'excellence de la production scientifique et aussi par souci de l'excellence de la vie démocratique. Voilà. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur une des limites de la liberté académique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est comprise. Beaucoup d'internautes se demandaient pourquoi les chercheurs ont la liberté de chercher sur ce qu'ils veulent. On a par exemple cette question d'Éric qui nous dit « Pourquoi est-elle si importante cette liberté ? Pourquoi les chercheurs doivent-ils travailler en toute autonomie ? Face à l'explosion des axes potentiels de recherche, une gestion des priorités stratégiques ne devient-elle pas cruciale ? Et le curseur liberté ne doit-il pas faire l'objet de discussions ?» Alors moi, je trouve que la question, elle est vraiment très très bonne, mais en fait, elle déplace deux sujets. C'est-à-dire l'idée de savoir
qu'est-ce qui est important? Sur quoi on doit travailler? C'est une question essentielle et très compliquée. Et en sciences expérimentales, comme, si vous voulez, en sciences sociales. Dans le champ des sciences sociales, je vais vous donner un exemple. Nous, on a une chercheure dans mon laboratoire qui travaille sur le Groenland. Quand elle a commencé sa thèse, son postdoc, on s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée. Et tout d'un coup, d'un seul, on s'aperçoit qu'on a besoin d'une expertise de gens qui font du terrain, connaissent les acteurs, peuvent nous donner le temps long des problématiques, peuvent, parce qu'ils connaissent la société de l'intérieur, le relayer cette connaissance-là avec des grands enjeux internationaux. Un expert chez nous sur le Yémen, par exemple, un sujet dont on ne parle pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler sur le Yémen? Donc, donc, premièrement, ce qui est important de dire, c'est que tous les laboratoires de recherche, toutes les universités réfléchissent de manière stratégique à quels sont les grands sujets de recherche aujourd'hui et quels seront les sujets de recherche dans le futur. La différence, si vous voulez, c'est lorsque cette décision ou cette réflexion est uniquement commandée par l'État ou par des entités, qu'elles soient privées ou publiques, ou bien lorsqu'on laisse les chercheurs qui connaissent leur discipline participer, voire définir quels sont les objets de recherche qui sont importants. Donc et quand on parle de liberté académique, on parle de la liberté qu'ont les chercheurs, une fois le sujet défini, de le mener à bout. D'accord? Donc la question, elle est extrêmement pertinente, mais c'est deux problèmes un petit peu différents. Parce que, si vous voulez, c'est un peu le syndrome vous savez, on dit de manière un peu humoristique que les chercheurs travaillent sur le lac de Paladru, les paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, parce qu'on ne comprend pas forcément les sujets de recherche. Bon, beaucoup de gens qui sont dans les sciences, voilà, donc, mais c'est une vision un peu, j'allais dire, caricaturale de la recherche qui se fait. Et par ailleurs, vous avez la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et dans la recherche fondamentale, c'est l'idée d'aller chercher des objets de recherche qui semblent pas aujourd'hui importants et qui le deviennent, et par, si vous voulez, le travail méthodologique, ce qu'on apprend chemin faisant en faisant de la recherche, on touche d'autres domaines qui sont, eux, tout à fait importants. Après, en 2 secondes, je vous donnerai mon propre exemple. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce pays exotique, lointain, qui n'intéressait personne, qui s'appelle la Chine, si vous voulez, ça paraissait comme étant anecdotique. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation mondiale où en fait, il n'y a pas un sujet qui ne concerne pas la Chine, vous voyez. Donc il est donc nécessaire d'avoir une vision stratégique sur les objets de recherche et évidemment de laisser les chercheurs qui connaissent le terrain définir très largement ces objets, même si ça doit se faire en dialogue avec l'État, les think tanks, la société civile, etc. Donc, on est rentré bille en tête dans le sujet et c'est très bien puisque c'est l'objet de notre conversation, mais peut-être revenir à ce rapport de 200 pages que vous retrouverez d'ailleurs dans le chat et que je vous encourage à aller consulter. Il est en libre accès, il est passionnant, il y a beaucoup de réponses aux questions qui ont été posées en amont de l'émission. Dans ce rapport, le titre de ce rapport, le premier mot, c'est défendre. Je pense que ça pose un petit peu le cadre aussi de cette émission. De quoi on doit principalement défendre la liberté académique? Défendre et promouvoir la liberté académique, je crois qu'en France et en Europe, 65 mesures ou actions. Alors, défendre, parce que l'idée était si vous voulez, il y avait plusieurs choses. L'idée était de dire ce qui se passe aux États-Unis. Dans les États-Unis de MAGA, c'est-à-dire les États-Unis Trump, de la seconde administration Trump, s'explique par l'arrivée d'un groupe politique mené par une idéologie et une stratégie de post-vérité, anti-science, ce qu'on appelle sciento-populiste. Mais au-delà de ça, il y a des raisons et des phénomènes structurants qui détricotent le principe de liberté académique et donc d'excellence académique. Et ce qui se passe aux États-Unis, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas en Europe. Justement. Donc, c'est de manière préventive, si vous voulez. Première, c'est par ailleurs, même si la situation en Europe, telle qu'elle est mesurée aujourd'hui,
est plutôt favorable par rapport à l'ensemble du monde. On est quand même dans une phase de transition, la moitié des pays européens aujourd'hui, dont la France, sont jugés sur la base d'un certain nombre d'indices comme étant des pays quasiment dans une zone rouge dans lesquels la liberté académique devient un véritable enjeu. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, on ne dit pas que ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France est exactement ce qui se passe aux États-Unis, mais nous n'allons pas attendre d'être dans la même situation pour essayer de trouver des solutions. Et d'une certaine manière, il y a un effet pédagogique fort pour tout le monde à se dire ce qui se passe aux États-Unis, ça doit être un moment de réflexivité pour nous, surtout que les universités américaines, en plus les plus attaquées, sont très riches, très très puissantes. Elles sont très organisées, elles ont des groupes d'alumni, etc., ce que nous n'avons pas. Donc des universités françaises dépendant à 100% de l'État, qui sont beaucoup plus, si vous voulez, fragiles financièrement et qui sont moins indépendantes sur le plan juridique, qu'est-ce qui leur arriverait à ces universités ? Voilà. On va en parler, mais je prends en direct cette question de Carly qui nous demande sur le chat comment se situe la liberté académique de la France et qui nous dit bonne ou mauvaise élève selon vous ? Alors, encore plutôt bon élève, mais dans un état de fragilité absolue. En revanche, si vous voulez, ce rapport, il est né d'un mouvement d'académiques qui souhaitaient être de bons citoyens et d'abord qui essayaient de comprendre la situation, c'est-à-dire me poser exactement la question que Carly, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est ? Parce qu'au fond, on sait ce qui se passe dans nos laboratoires de recherche, dans nos universités, à la limite dans nos régions, mais à l'état de la France. Et par ailleurs, si on lit la presse, on a l'impression que la situation est totalement catastrophique. Donc il y avait vraiment un problème de représentativité. Moi-même, j'étais perdue dans ce brouhaha. Et par ailleurs, j'enseigne dans d'autres pays et je voyais que la situation française était sur certains sujets, en sciences sociales, plutôt plus difficile, mais sur les sciences expérimentales, avec déjà des mises en place de protocoles et de bonnes pratiques qui me permettaient de voir qu'en fait on pouvait trouver des solutions et défendre encore une fois l'excellence académique et la liberté académique. Donc première chose à dire, c'est que la situation est d'une très grande fragilité. C'est-à-dire que le problème de la politisation de la recherche est devenu un problème structurel, pour dire les choses très simplement. Pour le grand public, la politisation de la recherche en France est uniquement du domaine des sciences sociales. Et c'est très faux. En fait, moi, j'ai appris dans ce rapport que les premiers collègues concernés sont les collègues des disciplines issues des sciences dures ou des sciences expérimentales. C'est la biologie, c'est l'agro, c'est le climat, c'est la santé, c'est la médecine, vous voyez. Et en dernier ressort, les sciences sociales, sauf qu'en général, nos collègues journalistes s'intéressent d'abord à ce qui se passe dans les sciences sociales et regardent très très peu les cas d'atteinte aux libertés académiques dans les autres disciplines. Donc, alerte rouge absolue, la politisation. Et par ailleurs, aussi, il faut le dire, et je l'objective dans le rapport, une véritable campagne d'un certain nombre de forces politiques qui visent à détruire l'université de l'intérieur, comme aux États-Unis. Donc il y a un petit phénomène, voire un petit grand phénomène trumpien potentiel en Europe et en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Italie, en Scandinavie, en France, en Belgique. Tout cela, tous nos collègues qui ont participé aux entretiens lors de la réalisation de ce rapport me l'ont dit, me l'ont montré. Justement, il y a Data et Démocratie qui, sur le chat, nous demandait est-ce que les atteintes dont on parle à la liberté académique, elles viennent plutôt des pouvoirs politiques, des financements privés ou des dynamiques internes aux universités ? Aux universités. Alors, je vais répondre tout de suite. Les dynamiques internes aux universités, ce sont les attentes les moins graves. Pour les moins graves et les plus contrôlées. C'est-à-dire que quand elles peuvent être graves, mais dans ce cas-là, il y a des comités éthiques, vous avez des RH, vous avez des présidents d'université, il y a des structures, etc. Donc les atteintes internes au sein de la communauté académique, lorsqu'elles existent,
elles sont tout de suite, si vous voulez, sanctionnées, contrôlées, vérifiées, etc. Ensuite, vous avez les pouvoirs publics, les acteurs privés, mais vous avez d'autres acteurs que vous n'avez pas mentionnés. On sait à qui? Je pense à certains médias, je pense aux réseaux sociaux, et d'ailleurs, souvent, les deux sont liés. Alors, les acteurs privés, il y a beaucoup d'acteurs privés qui sont, en co-construction de projets de recherche avec des laboratoires sans que ça pose aucun problème, parce qu'en fait, c'est de la co-construction et du cofinancement. En revanche, vous avez une augmentation du nombre d'acteurs privés extraordinairement riches, bien plus riches que l'État et que les États, qui financent de la recherche. Mais souvent, cette recherche, elle est financée hors, j'allais dire, du cadre universitaire étatique. Donc, s'il y a une atteinte à la liberté académique alors, il y a des atteintes aux libertés académiques par des acteurs privés, des financeurs privés dans les universités. Ça, c'est vrai. Et encore une fois, lorsque c'est le cas, si les universités sont bien organisées, comme il y a des chartes de financement, il y a des chartes éthiques, ça finit toujours par une procédure derrière qui vise à, vérifier, dénoncer des contrats, etc. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est l'augmentation de la capacité de financement des acteurs privés de la recherche à des fins politiques spécifiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, très concrètement, c'est moins un acteur privé qui va imposer à un chercheur de faire de la recherche qu'un acteur privé qui monte un centre de recherche, produit de la recherche, en concurrence avec de la recherche financée de manière étatique, qui, elle, ne peut pas être concurrente. Ensuite, au niveau des acteurs publics, alors on est quand même dans une démocratie encore solide et on travaille à ce qu'est le reste. Donc, vous pouvez trouver, c'est pas du tout dominant. En revanche, les ingérences étrangères sont très fortes. Et ça, plusieurs rapports de sénateurs, de parlementaires. Moi-même, j'ai fait un compte-rendu dans le rapport là-dessus. Vous avez un certain nombre de pays, une bonne dizaine, qui sont les clients bien connus des universités, qui cherchent d'une manière ou d'une autre à imposer un agenda qui est un agenda politique. Là, ce sont des puissances publiques, mais ce sont des puissances d'ingérence, en fait. Un point qui avait été traité dans le rapport Gattolin, c'est ça Exactement, le sénateur Gattolin, ouais. Auquel vous aviez participé. Et d'autres, et d'ailleurs, oui, mais c'était le rapport d'ailleurs qui est aussi accessible en ligne, qui l'indique bien. On parle de l'étranger, je vous propose peut-être, pour faire une toute petite pause et relancer la discussion sur un sujet qu'on a abordé trop vite, de regarder une petite vidéo. Now ask yourself, why are they doing this? Why would they do this? It's for the same reason the Inquisition imprisoned Galileo. It is the same reason that Einstein had to flee Hitler's Germany. It's because science is independent. Science... Alors, on aurait pu choisir beaucoup d'autres vidéos tournées à peu près au même moment, au même endroit. Je l'ai choisi parce que je pense que vous étiez en pleine rédaction de votre rapport et ça a dû changer un peu la réception de l'article, du rapport, ce qui s'est passé outre-Atlantique et les conséquences. Comment ça s'est passé pour vous? Le Stand Up for Science, j'ai observé, participé, contribué, assez directement. Et j'y contribue aussi parce que moi, je dirige le Centre de recherche internationale, qui est un laboratoire qui fait de la politique comparée des relations internationales, qui est complètement global. Et dans notre laboratoire, on accueille des réfugiés scientifiques, y compris américains. D'accord. Y compris américains, ce qui est quand même fou dans le monde. Enfin, voilà, moi, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais des réfugiés scientifiques venus des États-Unis, réfugiés scientifiques qui se disent comme tels quels, comme tels. Il y a déjà bien sûr. des scientifiques accueillis. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire de collègues, si vous voulez, qui considèrent qu'ils ne peuvent pas produire leur recherche, qu'ils ne veulent pas contribuer par la production de données à un système, en fait, qui ne les soutient pas, enfin, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, donc si votre question, c'est de dire est-ce que ce mouvement Stand Up for Science était important, la réponse est oui. Il a contribué aussi à créer ce mouvement. Encore une fois, les académiques, jusqu'à présent, vous savez, c'est des gens qui courent après le temps,
pour faire leur métier, enseigner, corriger des copies, faire de la recherche, essayer de s'améliorer constamment, De nous donner du d'apprendre. temps aussi. Comment ? De nous donner du temps aussi, merci. Et donc, la plupart du temps, la réaction des académiques n'est pas de se mobiliser pour défendre des droits, un droit corporatiste. Ça, c'est vraiment voilà, il y a peut-être une idée reçue, si vous voulez, qu'il faut battre en brèche. Et Standard Food Science, c'est un moment où, pendant lequel les profs, les académiques, si vous voulez, considèrent que on peut plus rester muet, qu'il est nécessaire de dire à quel point, c'est des choses fondamentales, la raison, la rationalité, la science critique, bien sûr, contribue au développement humain et au progrès. Ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure dans la définition de la liberté académique, mais le fondement même de la liberté académique, c'est l'esprit critique. Et premièrement, à critiquer nos propres recherches. Premièrement, à douter, si vous voulez. Ça c'est fondamental. Et c'est fondamental pour dire le moins de bêtises possible, voire même essayer de dire des choses intéressantes et intelligentes, vous voyez. Est-ce que c'est pas un handicap? Alors, c'est parfait pour faire avancer la science, mais est-ce que c'est pas un handicap pour la défendre et la promouvoir peut-être moins, mais pour la défendre? On a reçu beaucoup de questions, alors je vous les épargne, et puis surtout, je renvoie les personnes qui les ont posées à votre rapport, puisque vous apportez des réponses très précises à ces questions. Beaucoup de questions qui tournaient autour de l'influence de l'islamo-gauchisme dans l'université, le rôle du wokisme dans les choix des différents chercheurs de travail de recherche. Est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce que vous en avez fait assez en tant qu'universitaire pour vous défendre dans ce procès permanent qui pollue un peu la relation à la société, ou en tout cas à l'écho médiatique qu'on donne à la société? Que cette question est complexe, mais que c'est bien de passer quelques secondes pour en parler de manière sereine. Alors, l'islamo-gauchisme, qu'est-ce que c'est ? Nous avons une ministre qui, Madame Vidal, avait considéré qu'il était important de mener une enquête au sein des universités pour mesurer l'influence de l'islamo-gauchisme. Cette enquête n'a jamais été commanditée. Bon, nous avons un autre ministre qui a expliqué que c'était peut-être très bien, parce qu'en fait, ça aurait été vraiment dépenser de l'argent pour rien, dans le sens où, à la fois, alors islamo-gauchisme, pour autant qu'on arrive à le définir, ainsi que wokisme, qui sont des termes totalement valides, enfin qui sont des mots valises, si vous voulez, dans lesquels on met plein de choses, mais dont on comprend qu'il y a une connotation extrêmement négative, qui veut dire que les chercheurs, en particulier en sciences sociales, ou bien sur des questions qui sont des questions liées à l'éthique, ont des visions politiques, et que ces visions politiques vont toutes dans un même sens, et que ce même sens serait l'extrême gauche. C'est ça que moi je comprends, si vous voulez. Mais ça se prouve, ça, si vous voulez. Alors, d'abord, ces arguments-là font les choux gras d'une certaine presse, qui, grâce à nous, d'une certaine manière et malgré nous, vend beaucoup de papiers qui sont souvent absolument pas étayés. C'est-à-dire que ça va être un tout petit exemple quelque part qui explique l'ensemble de la production scientifique française. Cela va être des arguments qui sont des arguments politiques contre d'autres arguments politiques, mais jamais un travail très académique. Donc moi, je renvoie vraiment aux pages que j'ai écrites là-dessus, qui essayent d'être le plus neutre, le plus détaché, le plus, si vous voulez, analytique possible, pour dire, faites votre propre jugement, citoyen, et ne vous laissez pas avoir par un discours qui est un discours politique qui dit quoi ? Qui dit au fond qu'on n'a pas le droit de faire l'histoire différemment aujourd'hui, qu'on n'a pas le droit de déconstruire tout un nombre de discours qui étaient en fait les narratifs historiques sur certains sujets, mais déconstruire pour reconstruire ensuite, c'est le propre même de la production scientifique, si vous voulez ça. Donc ça, sur les questions environnementales. Et puis, c'est aussi une attaque frontale contre les études de genre.
Ça, bon, parce que c'est le domaine des sciences sociales que je connais. Mais encore une fois, le même wokisme est accusé contre des thématiques, je sais pas, la question de la place du climat, par exemple les enseignements sur le climat dans les écoles d'ingénieurs. Par exemple, le rapport critique aux études d'agro, si vous voulez, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut que les citoyens comprennent qu'il y a un projet politique derrière, qu'ils se fassent eux-mêmes leur point de vue, si vous voulez, et puis ensuite qu'on parle de l'état de l'université française. L'université française, d'abord, c'est beaucoup de professeurs qui essayent de faire beaucoup de pédagogie face à des étudiants qui ont besoin de savoir, qui sont perdus par la quantité de sources et d'informations qu'on leur donne et qui ont besoin de méthodologie. Et par ailleurs, qui sont confrontés à l'IA. Donc, qui ont besoin d'esprit critique, de méthode, de savoir, de confiance dans le savoir, si vous voulez. Donc, c'est tout sauf le scientopopulisme. Donc, par exemple, moi, j'ai fait l'état des lieux sur mon rapport de tous les projets pédagogiques des universités françaises sur des sujets précis, que ce soit le sujet sur la crise au Moyen-Orient, par exemple. Mais qui dans la presse a parlé du travail pédagogique des profs? Qui? Par contre, la une sur les mouvements, des mouvements étudiants parfois extraordinairement amplifiés, pas du tout écoutés, etc. Oui, ça a été le quotidien des professeurs, avec une censure croissante de ce qu'on pouvait faire. Donc, comment on pourrait imaginer donner plus d'écho à cette réfutation ou à ces arguments? Moi, j'ai lu le rapport, vous vous en doutez, avant cette émission. Je trouve que le raisonnement, il tient en quelques pages et il est implacable, mais on ne le lit nulle part, en fait. Non, alors après, si vous voulez, la difficulté, c'est est-ce que toujours être sur un rapport défensif est utile? Alors voilà, nous, on est confrontés à cette difficulté qui est répondre attaque par attaque, derrière une campagne qui est une campagne qui dispose de moyens financiers. Si vous voulez, c'est un peu comme le modèle Trump. Quand vous êtes bombardé de critiques au quotidien, avec un système qui a tant d'argent pour fonctionner, tant de modalités pour s'exprimer, etc., on n'est pas et ils le savent très bien, on n'est pas en mesure d'y répondre. Et deux, est-ce que c'est ça notre mission, d'y répondre au quotidien, d'y répondre systématiquement, et donc de perdre aussi, si vous voulez, d'abord un peu le goût dans notre métier, alors que moi, je pense que c'est un des plus beaux métiers qui soit, on a une passion pour ce qu'on fait, on a fait de longues études et on a choisi ce métier-là, on aurait pu en faire d'autres beaucoup plus rémunérateurs, donc non, quoi, on va défendre ce qu'on fait, puis on aime nos élèves, on aime nos étudiants, on aime la transmission du savoir, on est assez mature pour dire quand on se trompe, pour dire on sait pas, on a douté, on savait à un moment, voilà, on sait mieux maintenant, mais on fonctionne mais on a besoin de fonctionner dans un système de confiance, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est notre métier d'y répondre constamment? Non. Par contre, voilà, moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai écrit un rapport, j'ai passé toutes mes vacances, tous mes week-ends pour essayer de donner des arguments, et j'attends que ces arguments soient réfutés. Pour l'instant, j'ai reçu des attaques extrêmement désagréables, très très méchantes. Sur les réseaux sociaux, oui, alors moi j'ai choisi de pas les lire parce que j'aime la vie et que je vais pas m'embêter avec ça, et que j'ai pas. Mais dans les 20-30 tweets messages que des collègues qui font ce travail de lecture pour moi, pour me protéger, je n'ai pas trouvé un seul argument rationnel, objectif pour me convaincre. Et si ça avait été le cas, je l'aurais admis, vous voyez ? Parce qu'en fait, la rationalité mène la science. Donc voilà. Donc, qu'il y ait des phénomènes de politisation dans les structures, dans toute structure humaine, y compris à l'université, oui, ça existe, mais prouvons que le travail de recherche qui est mené par une logique politique. C'est au détracteur de le prouver, si vous voulez. Voilà. Donc, et moi, pour moi, c'est une bataille des anciens contre les modernes. Je ne me sens, vous voyez, en sciences sociales, par exemple, nous, notre laboratoire, c'est un laboratoire qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les grands suds. Moi, j'ai vécu très longtemps hors d'Europe. Je suis très à l'aise avec les points de vue non européens
qui essaye de comprendre l'histoire du colonialisme, de comprendre notre regard sur le monde, qui essaye de se décentrer par rapport au monde. Ça ne fait pas de nos sciences sociales, les sciences sociales moins importantes. Au contraire, elles sont encore plus renforcées, plus fortes. Voilà, donc je sens beaucoup dans les critiques de wokisme et d'islamo-gauchisme une crainte d'un ordre ancien dont ces personnes étaient des acteurs dominants et qui se sentent remises en cause. Mais scientifiquement, les questions qui sont posées sur la place... Je sais pas, par exemple, moi j'ai une chercheure qui travaille sur, si vous voulez, la perspective féministe en relations internationales. Une question toute simple, mais extraordinairement difficile, si vous voulez, à traiter. Est-ce qu'il y aurait, dit très simplement, moins de guerres s'il y avait plus de femmes dans les instances internationales ? Est-ce que la violence politique internationale serait moins grande avec plus de parité dans les instances internationales ? C'est une question très compliquée, et les réponses sont encore plus compliquées, mais pourquoi on ne l'a jamais posée, cette question-là ? Pourquoi c'est une atteinte, je ne sais pas moi, enfin bref, voilà, donc un peu moins de lecture de réseaux sociaux nocifs, et plus de retour à la confiance et à la rationalité, ouais. Bon, on va pas vous projeter des messages de réseaux sociaux, mais on va vous projeter une autre vidéo et vous allez reconnaître le protagoniste principal. Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot diversité dans ce programme. Personne ne pouvait penser qu'une des plus grandes démocraties du monde allait biffer d'un trait la capacité à avoir des visas de tel ou tel chercheur, parfois de ceux qui avaient contribué à sa propre sécurité numérique. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, sur l'innovation et sur sa capacité d'ailleurs durant les 3 décennies passées à avoir innové davantage que les Européens et à avoir diffusé plus cette innovation, qu'ils allaient faire une telle erreur. Vous l'avez vu sur la vidéo, c'est pratique ce genre de petits panneaux. On est le 5 mai 2025 quand le président Emmanuel Macron tient ce discours. Alors on peut tout à fait entendre que personne ne pouvait s'attendre à ce changement. Peut-être que d'ailleurs vous avez un avis contraire. Mais maintenant qu'on sait et que 8 mois ont passé, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé pendant ces 8 mois ? Est-ce qu'on est mieux armé pour se défendre ? Alors, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et est-ce que les universités américaines sont mieux armées pour se défendre ? Ce que la France a tiré comme leçon, D'accord. En tout cas c'est plutôt ce que j'avais en oui, tête. C'est ça. Mais Oui. Alors, le premier point, si vous voulez, les attaques contre les universités américaines, franchement, il y avait une petite musique lors de l'administration Trump 1 qui laissait entendre quand même que cette seconde administration allait être assez impitoyable à l'égard du monde académique de manière générale. Les choses avaient été clairement annoncées. En revanche, de cette violence et puis de cette bêtise, parce que Emmanuel Macron a quand même raison, si vous voulez, le soft power américain, c'est beaucoup de choses. C'est le Coca-Cola, c'est Hollywood, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi des Ivy League américaines. C'est-à-dire, et plus que du soft power, c'est-à-dire que c'est une des premières puissances scientifiques, c'est la première puissance scientifique mondiale. C'est pas la première puissance d'innovation, c'est la Suisse, la première puissance, ouais. Mais les États-Unis sont 3e, mais c'est la première puissance scientifique. Et par ailleurs, elle est extraordinairement connectée au monde. C'est aussi pour ça que ça a beaucoup d'effets sur nous, si vous voulez, parce que si c'était totalement isolé du reste du monde, mais ce serait totalement incompatible qu'elle soit la première puissance et qu'elle soit isolée, puisque le principe même de la science d'excellence, c'est une science qui adhère au principe de mobilité internationale, de mobilité des personnes et des idées, et donc qui évolue dans une... Ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est d'attirer des talents aussi différents, avec des intelligences qui sont radicalement différentes, des méthodes de fonctionner différentes, etc. Donc c'est proprement suicidaire, ce que l'administration MAGA est en train de faire, mais la logique derrière est rationnelle si l'on pense que la science pour le mouvement MAGA, dans une optique très religieuse du rapport au savoir, la science peut assez facilement se limiter aux mathématiques et à l'innovation. Et c'est ça, la science. Donc, et dans un rapport très techno-nationaliste, à savoir, la science est un élément de puissance à des fins
de puissance militaire. Et là, on retrouve aussi une autre puissance scientifique qui est la puissance scientifique chinoise. Alors, en 8 mois, les universités américaines ont subi le pire, l'enfer. Le seul point que je trouve, que beaucoup d'universitaires trouvent, si vous voulez, imparable dans le raisonnement de Trump, c'est l'argument selon lequel les frais de scolarité sont bien trop élevés, que cela endette pour des générations entières des jeunes, et que la classe moyenne américaine n'a plus accès, pour des raisons financières, aux grandes universités. Donc, mais s'attaquer à cette question n'a rien à voir avec l'idée, par exemple, de fermer les programmes à l'Université Columbia. Donc, si vous laissez attaquer, donc c'est utiliser, instrumentaliser un argument qui est valable à des fins qui sont des fins strictement idéologiques. Alors, nous, évidemment, non seulement on a regardé ça de très près, mais on l'a vécu. Moi, je le vis au quotidien dans mon laboratoire. Tous mes collègues le vivent au quotidien. Moi, j'ai enseigné à l'Université de Columbia. Notre centre de recherche, fondé en 1952, a été financé dans les valises du plan Marshall. Donc, les universitaires américains qui nous rejoignent, les personnes qu'on recrute, on est très, très connectés au monde académique américain. Nous avons énormément d'étudiants qui viennent des États-Unis, etc. Donc, on le voit bien qu'ils ont souffert, si vous voulez. On peut... donc si vous voulez, des étudiants ne peuvent pas aller aux États-Unis, nos chercheurs ne peuvent pas y aller, il faut un protocole de sécurité maintenant pour aller aux États-Unis, comme si on allait dans un régime autoritaire extrêmement dur, etc. Donc, en apprenant de ça, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que les démocraties constitutionnelles ne garantissaient pas, par leur fonctionnement même, ne garantissait pas la sécurité du principe de liberté académique. Il y a un élément que vous rappelez dans votre rapport qui, moi, m'a vraiment particulièrement marqué, c'est le stress test qu'ont fait passer une équipe qu'a fait passer une équipe de chercheurs selon des principes. L'Université de Bordeaux, L'Université de Bordeaux, et qui ont donc soumis, vous le raconterez mieux que moi, nos institutions diverses et variées à un protocole qui est plutôt utilisé, je crois, dans le monde de la banque, c'est ça ? Oui, business, monde de la banque, etc. Combien de temps des institutions peuvent survivre ? Combien de temps des types d'institutions en France peuvent survivre dans un choc autoritaire de type Trump ? Et donc, dans mon souvenir, il y avait les institutions judiciaires, les institutions médiatiques et l'université. Réponse de nos collègues, quelques semaines. Voilà. Et la société civile aussi, qui était... Peut-être, j'ai oublié. Mais oui, quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Donc, quelques semaines... Voilà, ça veut dire quoi, quelques semaines ? Ça veut dire quelques semaines après quoi les universitaires perdraient leur autonomie, après quoi les syllabus de cours seraient... remis en main, que les modes de recrutement, que j'allais dire, tout l'écosystème d'une université est mis au pas. Alors, c'est fort désagréable, on va dire. Pour le moins, c'est fort désagréable, mais si vous voulez, c'est fort désagréable. Ça, c'est surtout, si vous voulez, que c'est la fin de la qualité de l'enseignement, la fin de l'excellence de la recherche, et que tout ce qu'on déconstruit extrêmement facilement en quelques mois, eh bien, pour le reconstruire derrière, il faut des années. Et par ailleurs, émergent dans le monde des puissances scientifiques, d'autres puissances scientifiques, et donc qui elles sont dans une logique, j'allais dire, bien différente. Et ce qui est vous voyez, la difficulté, elle est double, parce qu'elle est à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Parce que les grandes puissances scientifiques, la puissance scientifique qui a émergé, c'est la Chine, qui est un régime autoritaire dur que l'on connaît, mais qui n'est absolument pas anti-scientiste, au contraire, qui est ultra-scientiste. Vous n'avez pas de mouvement de post-vérité en Chine, ou très marginal, d'accord ? Et par ailleurs, la Chine s'ouvre au monde entier. Quand les États-Unis décident de stopper les visas pour les étudiants internationaux, la Chine les récupère à travers un visa K depuis le 1er octobre 2025. Donc voilà. On est aussi on est en fait dans une compétition, comme on le sait, internationale pour la formation des talents de demain. Et l'Europe a cela
que la liberté académique, qui va avec la responsabilité des académiques et qui va avec le principe de sécurité de la recherche, c'est l'atout majeur de l'Europe pour rester dans cette compétition. Voilà. Alors, on nous demande sur le chat quelles sont les solutions que vous préconisez pour garantir l'indépendance de la recherche. Oui. Ça nous fait une transition toute trouvée, puisque dans le rapport, une grande partie du travail consiste aussi à mettre des propositions, 65, je crois. Oui. On n'aura pas le temps de toutes les détailler. Moi, j'en ai retenu quelques-unes assez emblématiques, notamment une qui est d'inscrire, on parlait en tout début d'émission du cadre légal de la liberté académique, vous suggérez d'inscrire, si j'ai bien compris, la liberté académique dans la Constitution. Et ça fait écho à cette question que posait Édouard Delruel, qui est philosophe à l'Université de Liège et qui d'ailleurs ce matin écrivait sur notre site une exorbe à inscrire également en Belgique la liberté académique dans la Constitution, qui nous dit quelle stratégie faut-il amorcer selon vous pour y parvenir? Alors, moi je pense que j'ai essayé de réfléchir en me disant quelles sont les catégories d'acteurs qui doivent agir pour défendre et promouvoir, parce que c'est pas uniquement défensif, si vous voulez. Moi j'ai envie de défendre la liberté académique de manière joyeuse. De manière positive, pas du tout comme un repli, vous voyez, pas du tout. Donc vous allez faire une fête de la science. Absolument. Il faut faire une immense fiesta, exactement. Il faut que les universités sortent des frontières de l'université. Il faut qu'elles aillent parler aux gens. Il faut faire, je sais pas moi, des déjeuners de voisins pendant lesquels, et d'ailleurs on a prévu de faire ça entre universités, pendant lesquels on travaille cette question-là. Donc la fête de la science, la fête de la liberté académique, une très grande campagne, mais y compris de caricatures de profs, de caricatures, mais tendres, gentilles, si vous voulez, j'en sais rien, mais de la même manière que la presse, à travers des dessins, a vulgarisé le principe de liberté de la presse. Donc voilà, il faut sortir aussi de cette espèce d'idée je sais pas moi, de cerveau avec des cheveux non coiffés qui sont dans leur laboratoire hors du monde. C'est pas ça les académiques. Bon, donc il y a 4, à mon avis, catégories d'acteurs. Il y a vraiment les 2 premiers, c'est l'État dans lequel on vit, et nous c'est la France. Donc notamment la Constitution, c'est ce dont on a besoin, et pas que, de manière très symbolique. Parce que si vous voulez un droit constitutionnel, normalement, il est évidemment garanti. Il y a tout un protocole derrière pour le faire vivre, mais il faut aussi que cela s'adosse avec une culture de la liberté académique qui, elle, doit se construire. Mais le fait de travailler à la constitutionnalisation, qui serait très symbolique, permet justement de faire réfléchir tout le monde. Et il se trouve qu'un sénateur, Louis Vogel, a proposé cela. Un autre sénateur, Adel Ziane, d'un autre courant politique, lui aussi a fait une proposition de loi qui va aussi dans ce sens-là. Donc l'État, mais aussi l'Europe, et en lien les deux. Et là, l'Europe doit faire beaucoup de choses, et la France doit soutenir les propositions européennes et réciproquement. Et ensuite, vous avez le grand travail des universités elles-mêmes. Il faut que les universités se bougent. Et honnêtement, elles le font avec les moyens qui sont les leurs. France Université fait un travail vraiment considérable de centralisation de propositions, d'aide, etc. Et puis les citoyens. Dans les citoyens, il y a les profs, il y a les académiques. Mais il y a aussi des étudiants. Ce rapport, en fait, moi j'ai pensé à mes étudiants à chaque page. C'est pour eux que je veux aussi défendre la liberté académique. Moi, j'ai étudié, mais j'ai surtout enseigné en Chine, dans un pays dans lequel, à chaque phrase en cours, je me disais, est-ce que ça c'est possible de le dire, est-ce que c'est pas possible de le dire. Au final, quand on se censure, si vous voulez, on a dit moins de choses aux étudiants, le cours est moins bon, et on finit par leur dire le reste au café. Donc c'est pas tenable, vous voyez, en termes d'excellence. Mais les étudiants, les familles des étudiants, l'ensemble de la société civile, toute personne qui s'intéresse à la qualité intellectuelle du débat, qui a envie d'être plus intelligent demain qu'il n'est intelligent aujourd'hui, ensemble. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la constitutionnalisation, c'est une possibilité, c'est un pas, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, les gens ne le savent pas, mais autant, si vous voulez, les médecins, évidemment, disposent de la confidentialité des échanges avec leurs patients, les journalistes de la protection des sources. Nous, non. Donc, si tout sujet devient sensible, personne ne va jamais plus parler à un chercheur,
sachant qu'il n'y a pas de protection de source. Qu'est-ce que vous Donc en proposez fait, on ne pourra plus que travailler sur des sujets qui ne sont pas sensibles, c'est-à-dire sur quasiment aucun. Donc en gros, il y a plus que voilà, donc on va faire de la recherche ChatGPT. C'est ça le monde de après-demain ou On demain. parlera de la recherche ChatGPT, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement sur la protection des sources Alors sur la protection des sources, il y a vraiment la nécessité d'un nouvel appareil juridique très fort. Donc là, je décline toutes les possibilités et très calé sur la protection des sources des journalistes. Voilà. Mais la protection des sources des journalistes, donc elle est renforcée depuis la loi de 2010, mais ça n'empêche pas, et d'ailleurs certains confrères tiennent un décompte, ça n'empêche pas des gardes à vue, ça n'empêche pas des pressions. Bien sûr, mais ça serait pire. Ce serait pire, bien entendu. Et puis il faut rendre des comptes. Il y a une culture dès les écoles de journalisme et dans les salles de rédaction de défense et de bataille contre. Enfin, la pression n'est pas tant grave que ça. Ce qui est grave, c'est d'y céder. Est-ce que chez les universitaires, est-ce qu'on forme à chérir cette liberté académique et à la défendre coûte que coûte contre les pressions? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider à mieux la défendre? Alors moi, je pense qu'on progresse, mais qu'on est loin encore d'avoir pris la mesure du problème. Et si vous voulez, les principaux concernés sont, j'allais dire, ce qu'on appelle les masterants, c'est-à-dire les étudiants en master, en deuxième année essentiellement, ou seconde année, parce que c'est rare de faire un master en 3 ans, qui produisent, vous savez, des travaux de recherche, puis derrière les doctorants, puis derrière les post-doctorants. Parce qu'en fait, pour plein de raisons, ce sont les premiers concernés. Ils sont l'avenir de la recherche. Ils ont moins d'expérience que les chercheurs seniors pour faire face aux difficultés qui sont qui sont les nôtres tous en commun. Mais aussi, ils sont premièrement là, ils sont la cible en premier des attaques. Parce qu'évidemment, dans ces logiques d'attaque, si vous voulez, c'est plus facile d'aller s'attaquer à un jeune chercheur. Ce qui arrive, vous avez eu récemment des chercheurs arrêtés, notamment en Tunisie, pour les cas graves, mais vous avez des procédures Bayon qui concernent des doctorants. Donc la formation... Procédures Bayon, peut-être juste pour expliquer, c'est des procédures qui, par les frais qu'elles engendrent, dissuadent ou musellent. Voilà, exactement. Ce sont des procédures judiciaires qui ne cherchent absolument pas à gagner leur procès, mais qui cherchent à empêcher une production scientifique ou la publication de la production scientifique. Et là, pour le coup, c'est le même problème qu'avec les journalistes dans les procédures Bayon. À travers des opérations qui sont des opérations ciblées, organisées, financées et qui sont totalement, c'est David et Goliath, quoi. Hein. Il n'y a absolument aucune capacité similaire de la part des universités pour y faire face. Il y a une protection Bayon, fonctionnelle. c'est-à-dire Bayon pour qui vous empêche de parler et procédures judiciaires. Face à cela, une protection fonctionnelle, voilà, augmentation du nombre de protections fonctionnelles, mais c'est très disparate d'une université à l'autre en fonction des moyens, de la conscience du problème, de la socialisation à ce problème, etc. Mais de manière générale, quand même, là, mais vous voulez, c'est difficile de se satisfaire en disant « Oh, c'est super, maintenant il y a plus de procédures, il y a plus de protection fonctionnelle parce que il y a plus de réflexes de la part des universités et les universitaires sont mieux formés et plus alertes lorsqu'ils ont besoin d'être protégés. On peut aussi voir ça de manière un peu pessimiste et se dire que voilà le contexte dans lequel on travaille. C'est certain. Vous êtes, je crois, la première référente liberté académique ou l'une des premières. Je crois, ouais. C'est aussi un axe pour... absolument. Quel retour vous avez sur cette expérience de référente liberté académique? Bon, alors, si vous voulez, voilà, nous, quand je dis nous, c'est dans mon université à Sciences Po, et dans mon laboratoire en particulier. Nous, on était victimes quand même, et dans le combat pour la libération de collègues qui étaient emprisonnés de très longue durée. Donc, je pense à Roland Marshall, quasiment 10 mois, Fariba Adelra en Iran, à la prison d'Evin pendant 3 ans et demi, plus 1 année, en résidence surveillée. Donc, l'idée, c'était de la faire libérer coûte que coûte. Et donc, à l'époque, notre idée, c'était d'obtenir le prix Nobel de la paix pour elle. Et alors, pour elle, parce que l'idée, c'était d'obtenir un prix Nobel pour un académique. Des académiques avaient eu le prix Nobel dans le passé, mais pour leur action politique, non pas pour leur action de recherche.
Or, notre collègue se définissait comme réfugié, pas réfugié, comme otage scientifique, pardon. Et donc, c'était notre idée. Donc, c'est vrai que le contexte, et par ailleurs, un autre collègue sur la Russie qui avait été en garde à vue, beaucoup de problèmes dans différents pays. Donc, voilà, une exposition très forte de collègues qui nécessitaient une prise de conscience. Et à l'époque, on était tourné vers les ingérences externes, extérieures. On n'était pas du tout tourné vers les problématiques internes en France. Et là, on voit bien que les choses évoluent. Donc, l'idée d'un référent académique, si vous voulez, que chaque université peut déterminer elle-même, sont des modalités différentes, qui peut être combiné avec le comité éthique. Enfin, il y a plein de modalités. Il ne s'agit pas de faire de la bureaucratisation pour la bureaucratisation. Mais c'est vrai que ce serait très utile aussi dans l'objectif de créer un observatoire de la liberté académique au niveau national et au niveau européen pour mesurer justement les atteintes, pour apporter des solutions, pour aider, pour être une espèce de, si vous voulez, c'est comme il y a Reporters sans frontières ou Médecins sans frontières, Académiques sans frontières. Parce que tout ceci se fait aussi dans l'idée d'aider et de protéger des académiques qui ont besoin d'être accueillis. Il existe un programme qui est le programme PAUSE notamment. Enfin, tout se structure précisément parce qu'on vit dans un univers un monde qui se rétrécit et qui est de plus en plus hostile à tout type de liberté, dont la liberté académique. En fait, ce qui arrive aux profs et aux académiques, et ce qui arrive à toute personne qui essaye de s'exprimer dans le monde des arts, dans le monde des idées, dans la littérature, dans le monde journalistique, c'est une pierre de plus, malheureusement, à un monde de plus en plus populiste et qui a de plus en plus peur de la liberté, de la rationalité et de la science. Alors, on pourrait s'arrêter là. Ce serait c'est un peu trop triste. Un peu trop triste. Arrêter l'émission, mais c'est vrai que le temps passe très vite. Moi, je voulais vous poser une dernière petite question autour de l'IA, qui finalement, alors, est évidemment évoquée dans votre rapport, mais pas beaucoup, pas assez. Voilà. Pas assez. C'est aussi la remarque que je me suis faite. Et on a pas mal de questions qui sont tombées sur le sujet en amont de l'émission, notamment celle d'Emmanuel. Comment concevez-vous le développement de l'IA générative face aux libertés académiques ? Et moi, j'ajoute un peu la mienne. Est-ce que l'utilisation par des chercheurs d'outils d'IA, qui sont bien souvent des boîtes noires, peuvent nuire de manière un peu insidieuse à cette liberté académique ? La question, elle est excellente. Enfin, c'est pas important qu'elle soit excellente. Il faut y répondre, il faut y réfléchir. Et même moi, un mois après le rapport, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas... Enfin, j'aurais dû travailler davantage l'IA. Voilà, parce que pris par d'autres considérations, donc il faut impérativement réfléchir à cette question. Alors, moi, si vous voulez, le fait que des académiques utilisent l'IA en soi, je vois pas là un lien qui est un lien direct d'atteinte à la liberté académique. En revanche, comme c'est une médiation technique pour produire de la recherche et qu'en plus elle est opaque, alors oui, il y a un lien direct. Par ailleurs, là où je vois, si vous voulez, un problème, c'est que, en fait, ça, dans le processus de production de la recherche sur le plan méthodologique, les hypothèses, elles sont proposées et pré-proposées. Quand je vois bien quand les étudiants utilisent, si vous voulez, des ressources et des bibliographies, c'est pas du tout structuré. Il y a pour autant qu'elles soient justes, parce que très souvent proposent des textes qui n'existent pas ou des bouquins qui n'ont jamais été publiés. Mais si vous voulez, le travail intellectuel propre à la recherche est totalement déconstruit par l'outil de l'IA, même si l'IA en fin de course peut être utile, voyez. Donc c'est là où il peut y avoir. Donc c'est pas une atteinte, si vous voulez. Je pense que c'est pas une atteinte en soi à l'usage de l'IA, mais c'est comme médiation technique et à partir d'outils qui sont totalement opaques, et aussi de biais complets sur les méthodes qui fondent la recherche. Donc vaste programme et grande nécessité de réflexion autour de ces sujets. Moi, je suis au début de ma réflexion. Je pense que je suis pas encore, vous voyez, j'ai pas encore des choses, je pense, très passionnantes à dire. Mais par contre, là, ce qu'il faut dire, c'est que les universités doivent toutes réfléchir collectivement à comment on utilise l'IA, parce qu'en fait, on va l'utiliser. On ne pourra pas faire sans. En revanche,
comment on mesure l'écart entre la production de recherche et l'utilisation qu'on veut faire de l'IA pour produire de la recherche, où est le rôle des méthodes, le rôle de l'esprit critique, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, je le fais en cours. Je pense qu'on arrive bien à le faire avec les étudiants. Mais pour le lier à la question de la liberté académique, pour moi, j'ai encore besoin d'un temps de réflexion. Ouais. C'est parfait, ça vous donnera l'occasion de revenir nous voir. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie Balme. Vous êtes la bienvenue pour poursuivre cette discussion. Je rappelle que vous êtes directrice du CERI et que vous êtes l'autrice du rapport « Défendre et promouvoir la liberté académique » que j'engage chacun à aller voir. Merci aussi à nos partenaires, France Université et l'Académie des Sciences. Et puis un grand merci à Canal Chat Grand Dialogue qui a co-conçu cette émission et qui l'a réalisée. On leur a fait des petites surprises techniques, mais ils ont réussi à triompher de tout ça. Donc bravo à vous, merci. Si vous ne voulez pas rater la prochaine émission sur ce thème, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis aussi à nos newsletters. Et puis si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous faire un don, ça nous aidera et promis, on en fera bon usage. Excellente soirée.